Bienvenue au podcast Sac du Cœur. Mon nom est Didier Orméjuste. Finalement, on est de retour après une longue saison morte, la pandémie et tout. Finalement, on va pouvoir parler de football, l'annulation de la Ligue canadienne. Mais là, la saison de la NFL va commencer jeudi soir entre les Texans de Houston et les champions en titre du Super Bowl, les Chiefs de Kansas City. Alors, pour ce retour du podcast Sac du Cœur, je suis accompagné par mon collègue Mathieu Proulx. Salut Mathieu, comment ça va? Salut les gars, ça va très bien, merci vous autres. Et également, un nouveau au sein de la famille de Ben Media, Meeker Guerrier. Je suis certain que vous l'avez vu au cours des dernières semaines. Il est partout, à la radio, dans les journaux, à la télé, au basket, à RDS. Meeker, bienvenue du côté de Ben Media. On est content finalement, là, ça va être plus facile de t'avoir au podcast cette année. Ben oui, pas besoin de demander la permission à personne. Salut Didier, salut Mathieu. Salut Meeker. Écoutez, les gars, on a plusieurs sujets, naturellement, étant donné que la saison va commencer. Premièrement, bon, comme je viens de le dire, ça a été une saison morte qui a été bizarre. La NFL a été chanceuse. Bon, naturellement, aucune de ces rencontres a été annulée. On a dû annuler les mini-camps, mais en raison de la pandémie, on a vraiment été chanceux que tout ça se passe durant la saison morte. On espère bien sûr que la saison de la NFL ne sera pas interrompue et qu'on pourra jouer jusqu'au Super Bowl qui est supposé avoir lieu à Tampa Bay cette année. Alors, en parlant de Tampa, bon, bien sûr, Tom Brady est maintenant un membre des Buccaneers de Tampa Bay. Mais avant de parler de Brady, je vais vous demander, en commençant avec toi, Meeker, quel est le storyline? Quelle est la chose que tu surveilles le plus en vue de cette saison 2020? Ben, c'est un petit peu difficile, les gars, de ne pas parler justement de Tampa. J'ai l'impression qu'on va prononcer Tampa Bay souvent cette saison parce que Tom Brady est rendu là, mais aussi parce que Gronkowski revient au jeu. Et ça, pour moi, oui, tout le monde regarde Tom Brady, mais moi, je vais regarder ce qui va se passer avec Gronk parce qu'il a passé 1 an sans jouer. Il est rendu à quoi, 31 ans déjà? Et surtout, les Bucks ont changé beaucoup de choses dans leur équipe. Ils ont ajouté Fournette également dans les dernières heures, dans les derniers jours. Donc, c'est une équipe qui est sérieuse, qui se dit, on a un Tom Brady, on va mettre le paquet cette année pour essayer de l'emporter. Mais Gronk, honnêtement, pour moi, c'était un des joueurs les plus dominants dans la NFL, toutes positions confondues. Est-ce qu'il va pouvoir dominer autant? On sait qu'il a été blessé 1 an sans jouer. Il n'y a pas beaucoup de joueurs dans la NFL qui ont réussi à faire ça, quitter, revenir puis dominer au même niveau qu'ils l'ont fait auparavant. Donc, j'ai très hâte de voir ça, puis de voir est-ce qu'on peut recréer la magie avec Tom. Tom a 43 ans. Ça passe ou ça casse. Là. On ne sait jamais à 43 ans qu'est-ce qui peut arriver. Là, on tire à pile ou face. Là. Ouais, pour ce de Gronkowski, je mettrais. Oui, Mathieu, je voulais juste dire, je m'étais entretenu avec Anthony Auclair il y a quelques semaines et il me disait justement que Gronk avait l'air rouillé au début du camp d'entraînement, mais plus le camp progressait, là, il voyait justement pourquoi Gronkowski est considéré comme étant le meilleur ailier rapproché de l'histoire de la NFL. Mais c'est des bons points qui étaient amenés. On va voir ce qui sera en forme, est-ce qu'il va pouvoir retrouver sa touche magique. Mathieu, toi, qu'est-ce que tu surveilles là, en vue de la saison? Ben, c'est sûr que l'histoire la plus médiatique sur le terrain, ça a été ça, cette mise sous contrat de Tom Brady avec les Buccaneers. Mais moi, ce que je vais vraiment surveiller tout au long de la saison, là, parce qu'on va parler beaucoup de ce qui va se passer au sein des équipes, mais c'est tout, évidemment, ce qui entoure la pandémie. Parce qu'on a vu les différentes ligues commencer à opérer. Puis quand vous vous souvenez, là, quand c'est arrivé au mois de mars, on se disait hey, la NFL est chanceuse parce que c'est la ligue qui va commencer le plus tard. Donc, on va pouvoir voir les autres ligues commencer. Finalement, ça n'a pas été aussi simple que prévu pour toutes les autres ligues. Certaines ligues comme la NBA, comme la LNH, ont décidé de faire des villes bulles. Ça a très, très bien fonctionné. Le baseball majeur a fonctionné par écosystème, donc essayer de garder tous ces gens ensemble, mais on voyageait dans les stades. Ça a été un peu moins concluant, mais au baseball, tu as le bénéfice de pouvoir annuler un match, en prendre un lendemain ou de pouvoir faire un programme double. C'est pas du tout la même affaire qu'au football. Comment on va fonctionner? Comment ça va se passer? Si un gars teste positif, combien de gars doivent être en quarantaine? Après combien de gars est-ce qu'on annule un match? Ou est-ce que tout simplement, si la veille, Tom Brady, justement, pour parler de lui, teste positif, il joue pas, ça change la game, ça change les résultats, ça change le portrait final. Puis les derniers résultats sont quand même positifs. Je veux au moins aller avec ça. Là, c'est une bonne nouvelle. On a l'air de voir comment ça va se passer. Les tests sont très bons. Les derniers résultats qu'on a eu de la NFL, c'était les tests du 21 août au 29 août. On a fait 59 000 tests, puis il y a 10 tests positifs.
d'entrée de jeu, je dois dire là, que tous ces calculs de tests positifs, là, que ce soit le gouvernement ou les ligues, j'ai de la misère à croire pourquoi on fait ça comme ça. Si tu me testes 1000 fois et je ne l'ai pas, ben ça donne des meilleurs résultats, mais ça n'a pas plus de rapport parce que mais bon, il y a 8000 personnes qui ont été testées. Fait qu'au final, il y a 0,1% qui ont testé positif. C'est excellent, c'est une bonne nouvelle. Les mesures sont là, on a vu depuis les dernières semaines toutes les mesures prises par les équipes, ça semble sérieux et j'espère qu'il n'y aura pas d'éclosion. Évidemment, dans la population en général, là, mais dans le circuit de la NFL pour brouiller les cartes, j'espère qu'on va avoir une saison clean et que ça va nous permettre de jouer tous les matchs comme on le prévoyait là, depuis déjà le moment où on a sorti le calendrier de la saison 2020. Mais là, on parle de l'écosystème. Oui, vas-y, Mickey. Non, mais j'allais dire, on parle de ce qui se passe avec la COVID-19. Moi, j'ai fait abstraction de tout ça pour parler de la game, mais il faut parler aussi de tout ce qui s'est passé au niveau des mouvements sociaux, là, parce que si je l'ai dit au basket, il faut que je le dise au football. J'ai hâte de voir si les joueurs de la NFL vont suivre. Vous le savez plus que moi, les gars, la NFL, c'est la seule ligue où disons que c'est la ligue où les joueurs ont peut-être le moins de pouvoir là, à travers les 5 grandes ligues nord-américaines avec la MLS, là, puis c'est pas bon signe si on compare la MLS puis la NFL. Le baseball majeur a un très fort syndicat. La Ligue nationale de hockey a des contrats garantis. La NBA, c'est une ligue qui est menée par les joueurs. On a vu ce que les joueurs ont fait. Mais la NFL, les joueurs sont remplaçables. Les propriétaires ont le gros bout du bâton. Puis on a besoin, dans le fond, de jouer des matchs assez rapidement pour pouvoir commencer à encaisser les chèques. Puis, disons, dans la culture de la NFL, il y a beaucoup de joueurs qui vivent paie par paie puis qui ont à soutenir beaucoup de membres de leur famille. J'ai hâte de voir, est-ce qu'on va avoir le courage aussi de parler puis de dire que ben, ça n'a pas de bon sens, il faut que les choses changent. Avec ce qui s'est passé il y a 4 ans avec Kaepernick, le changement cet été avec Roger Goodell qui en a parlé, disons que des storytelling ou plutôt des histoires à suivre dans la NFL, on n'en manque jamais, mais cette année, on va en manquer encore moins. Oui, si tu permets, Didier, je continuerai là-dessus aussi parce que c'est un sujet fort intéressant. Tu as raison de le souligner, Mickey. C'est un sujet qui va évidemment faire jaser beaucoup puis de voir comment on va réagir. Mais je ne sais pas si vous êtes comme moi, puis je ne veux pas jouer à l'autruche puis dire que c'est réglé. C'est loin d'être réglé, là, on s'entend bien. Mais je sens pour une rare fois que les propriétaires, parce que ça touche leur argent, parce que, bon, ils sentent un mouvement pas juste au sein de leur ligue, mais au sein de la société, sont un peu plus engagés que ce qu'on a vu par le passé. On a pris des actions plus concrètes. On a promis 250 millions sur 10 ans en début d'année pour promouvoir les initiatives pour contrer les inégalités sociales. On va utiliser les 32 stades comme bureau de vote puis mettre sur pied des programmes de sensibilisation, d'éducation pour les élections qui s'en viennent parce que aux dernières élections américaines, le vote noir a diminué considérablement puis on veut justement faire comprendre à cette communauté-là que c'est là où vraiment tu peux avoir un impact, c'est dans les élections. On va rencontrer toutes les forces de l'ordre avec la NFL, des dirigeants, des joueurs, l'association des joueurs, les forces de l'ordre et des élus pour voir comment on peut diminuer les conflits puis améliorer les relations entre les communautés et les forces policières. Donc, il y a des choses qui ont été mises sur pied. Vous allez voir tout au long de la saison dans les zones de but aussi. Hein, ça va être écrit « End Racism » dans une zone de but et dans l'autre, ça va être « It takes all of us ». On sent quand même qu'il y a un engagement. Puis on peut dire ce qu'on veut, on peut traiter d'opportunisme ou qu'ils le font juste parce que là, tout d'un coup, c'est vraiment rendu chaud. Mais ils le font. Puis il faut suivre ça et continuer à talonner. Puis nous aussi, comme médias, continuer à souligner les bons coups et les moins bons coups qui sont amenés par les différentes ligues. C'est comme ça qu'on va arriver à amener du changement, je pense. Ouais, en tout cas, une chose que j'espère, c'est que justement, les joueurs de la NFL n'auront pas à faire un choix. Ils n'auront pas à évaluer la possibilité de boycotter des matchs parce que si c'est le cas, ben, ça va vouloir dire qu'encore une fois, qu'un jeune noir aura perdu la vie dans les mains de policiers victimes de violences policières. Alors, on espère naturellement que ça ne sera pas le cas. Ouais. Bon, messieurs, on va y aller et se concentrer sur le football. On a déjà mentionné le nom de Tom Brady. Mathieu, Mickey nous a déjà donné des indices sur qu'est-ce qu'il pensait de la situation. Mathieu, toi, de ton côté, est-ce que tu crois que l'expérience de Brady à Tampa Bay va fonctionner? Comme Mickey l'a dit, il est âgé de 43 ans. Éventuellement, là, il va commencer à piquer du nez. En fait, ça a commencé lors des dernières années. Ça n'a pas été une grande saison là, qu'il a eue l'année dernière à Foxborough avec les Patriots. Ben, tu sais, tout dépend de comment on décrit fonctionner et qu'est-ce qui est du succès. Et tout est relatif. Si on parle du standard de Brady, ça veut donc dire si on veut que ça fonctionne, il doit gagner un Super Bowl. C'est quand même une grosse marche, là. Est-ce que ça veut dire, est-ce qu'il amène cette équipe-là à un autre niveau? Je pense que oui.
Effectivement, il est vieillissant, mais c'est un des corps qui a passé le plus de ballons l'an passé, plus de 600 fois, et a mené son équipe à une fiche de 12-4. Donc, c'est un corps qui est tellement intelligent, qui a tellement d'expérience, qu'il est capable de pallier à certaines de ses déficiences et à des déficiences dans son équipe. Souvenez-vous, à qui il lançait le ballon l'an passé, il y avait essentiellement Julian Edelman. À quelque part, là, il y a Mike Evans, Chris Godwin, Rob Gronkowski, Cameron Brate, O.J. Howard. Il y en a des outils. Et on a une ligne à l'attaque que je pense qui est sous-estimée. Pour un corps comme Brady, il faut, il bouge plus, là. Il est plus mobile, ça c'est clair. Il faut une bonne ligne à l'attaque. C'est une bonne jeune ligne. On a bien fait sélectionner Tristan Wirfs. T'en as parlé, Mickey, tantôt. On a ajouté Leonard Fournette. Fait que je trouve qu'on a un champ arrière qui commence à être intéressant parce qu'on peut bien se compléter avec différents types de porteurs. Puis tu as une jeune défense qui, vraiment, en deuxième moitié de saison, l'an passé, était plus solide. Fait pas de faire ces gars, moi, c'est drôle parce que tout le monde disait Brady. Je disais, c'est les Bucks. Les Bucks ne gagnent pas. C'est pas une équipe qui gagne les matchs serrés, mais il amène la culture gagnante. Si on regarde l'alignement, c'est un alignement solide. Force est de constater que cette équipe-là doit faire partie de la discussion comme une liste de peut-être 10, 12 équipes qui peuvent aspirer au Super Bowl cette année. Je n'ai pas le choix de mettre les Bucks là-dedans. Alors, je pense que si Brady peut tenir le coup, j'aimerais qu'il lance moins que 600 passes cette année, mais je pense qu'il est capable de le faire encore une fois. Je ne pense pas que les Bucks sont rendus nécessairement au niveau où on a juste besoin d'un quart pour gérer le match. Si c'était ça, j'aurais confiance que les Bucks peuvent aller loin. Mais tu sais, Mathieu, quand tu dis dans les 10, 12 équipes, je me dis, ouais, ben, tu sais, ça peut aller d'un bord ou de l'autre. Les Bucks peuvent tomber dans les 20 équipes qui n'aspirent pas au Super Bowl. Mais c'est ça le problème, en fait. Le problème, c'est pas que c'est pas une bonne équipe, les Bucks. Le problème, c'est qu'on est dans l'inconnu total. Moi, de voir Fournette arriver avec les Bucks, je suis content. Gronk aussi. On a un Mike Evans aussi qui va pouvoir aider Tom Brady. Il y a une panoplie de choix. L'attaque des Bucks va faire peur, ça, c'est certain. Mais est-ce que Brady va tomber du côté pile ou du côté face? C'est ça, moi, que je ne sais pas. Puis on peut pas l'évaluer avec des matchs hors concours. Et c'est un peu ça qui est difficile pour moi. J'aimerais y croire beaucoup aux Bucks. J'aimerais vraiment les voir gagner le Super Bowl. J'aimerais ça qu'on ait un autre Québécois qui remporte le Super Bowl une deuxième année de suite. Mais on dirait que je suis comme, tu sais, Bruce Arians, c'est pas Bill Belichick. Puis juste là, pour moi, je fais comme, OK, c'est bon, on met un X dans la mauvaise colonne. Fait que j'ai bien hâte de voir, mais en même temps, ce qui est magique avec Tom Brady, c'est que chaque année, il nous a surpris. À chaque fois qu'on se dit, il va piquer du nez, ben il n'a pas piqué du nez aussi rapidement qu'on pensait. Puis c'est ça qui est le fun. C'est pour ça que je l'ai mis aussi dans les choses à surveiller cette année. Parce qu'à 43 ans, faire ce qu'il fait, puis tu sais, à 43 ans, ça a l'air jeune comme ça, mais vous le savez, messieurs, plus que moi, parce que vous êtes des vrais athlètes, 43 ans, là, physiquement, là, c'est plus la même affaire. Tu te lèves des fois le matin, c'est ça. Tu te lèves des fois le matin avec une petite douleur à l'épaule parce que tu as dormi tout croche. Ça prend pas grand-chose pour te déstabiliser, alors qu'à 23, tu sors la veille, tu fais le party, puis tu joues un gros match, puis tu dis, finalement, c'est pas si pire, je suis pas obligé d'être discipliné. Tom Brady a la discipline, mais est-ce qu'il y a le physique qui va suivre? Pile ou face? Ouais, moi je suis d'accord avec ça. Une chose que j'ai hâte de voir également, c'est Bruce Arians. Est-ce qu'il va être en mesure de s'ajuster à Tom Brady? Parce que le système de Bruce Arians, ça demande aux carrières de conserver le ballon longtemps. Bruce Arians, on le sait, il est très agressif. Il aime attaquer les zones profondes. Mais si tu veux faire ça, tu as besoin d'avoir une bonne protection. On a dépassé un choix de première ronde au niveau de la ligne attaque. Parce que la ligne attaque des Bucks l'année dernière en termes de protection, c'était pas très fort. Je sais que Jameis a pris tout le blâme avec raison. Il a été victime de 30 interceptions. OK, ça c'est énorme. Mais il était sous pression très souvent. Alors, il se faisait frapper. Lorsqu'Arians était coordinateur à l'attaque des Steelers de Pittsburgh à l'époque, Roethlisberger se faisait frapper énormément parce qu'on lui demandait de conserver le ballon dans ses mains pendant plusieurs secondes afin que les receveurs de passe courent leur long tracé. Si on demande la même chose à Tom Brady à 43 ans, est-ce qu'il va pouvoir survivre au calendrier de 16 matchs? Parce qu'on sait, à l'époque de temps, on avait une bonne ligne à l'attaque, on misait sur le jeu au sol beaucoup plus lors des dernières années. Brady, avec le système, ça faisait en sorte qu'il se débarrassait rapidement du ballon, donc c'était difficile même de le frapper. Mais là, si Arians n'ajuste pas son système, moi, je ne suis pas certain que Brady va être en mesure de connaître du succès. Bref, Miku a parlé du fait qu'on n'a pas le droit de match préparatoire. Ça explique pas, il y a beaucoup d'incertitudes parce qu'on n'a pas pu voir un petit échantillon de l'attaque des Buccaneers. On ne sait pas qu'est-ce qu'on est en train de concocter.
Donc, on va devoir patienter jusqu'au début de la saison régulière afin de voir pas juste ce que Tom Brady et les Buccaneers vont faire, mais également les 31 autres équipes de la NFL. Bon, assez parlé de Brady. On va parler de son ancienne équipe, donc directement, on va continuer de parler de lui. Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Bon, le départ de Tom Brady, plusieurs joueurs ont renoncé à la saison, des joueurs clés en particulier du côté de l'unité défensive avec Dante Hightower et Patrick Chung notamment. Toutefois, Cam Newton, il semble qu'il connaît tout un camp d'entraînement. Je ne sais pas si vous avez entendu les commentaires de Bill Belichick lors des derniers jours à propos de Newton. Commentaire élogieux, il a dit que Newton travaillait très fort. En fait, c'était le joueur qui travaillait le plus fort au sein de l'équipe. J'imagine que Belichick veut mettre Newton en confiance également. Julian Edelman qui a eu de bons mots aussi pour son nouveau carrière. Alors, du côté des Patriots, on va tenter de terminer au premier rang de la section Est de l'américaine pour 12e année consécutive. Est-ce qu'on va être en mesure de faire à quel genre de saison vous vous attendez à la Nouvelle-Angleterre à la suite du départ de Brady et l'arrivée de Cam Newton? Vas-y, Mathieu. Ben écoute, ça va être intéressant, un peu comme tu disais par rapport à Brady avec les Buccaneers, ça va prendre un certain temps d'ajustement, de voir quel genre de système, et c'est ça qui va se passer. Là. Du côté des Pats, on va changer notre système, on va jouer probablement avec beaucoup d'élits approchés, du jeu au sol, Cam Newton qui est une double menace. Si c'est remis de sa blessure à l'épaule, n'oublions pas que ça a été un joueur par excellence du circuit, c'est un gars qui peut vraiment être très bon sur un terrain de football, alors ça va être intéressant. Tu sais, il faut apprendre et en laisser aussi dans ses commentaires, dans la mesure, tu as tout à fait raison de les souligner, mais c'est ce qu'on fait. C'est ce que Bill Belichick, comme bon entraîneur, doit faire. Il doit dire que son carrière travaille le plus fort, que c'est vraiment le modèle. Il l'a même nommé capitaine d'équipe, donc c'est pas peu dire. Il l'aurait pas fait si Cam Newton avait une mauvaise attitude. Il y a plusieurs personnes qui doutaient lorsque ce mariage-là s'est conclu. Puis au final, je pense qu'on doit constater que c'est un succès au niveau des attitudes. Il est prêt à arriver, lui, Cam Newton. Mais c'est de savoir à qui va lancer le ballon. N'Keal Harry, c'est une déception. Gunnar Olszewski, je pense, c'est son deuxième ou troisième receveur. C'est vraiment pas fort. Tu comptes beaucoup sur des alliés rapprochés qui n'ont pas beaucoup de vécu dans la NFL, qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Alors, Cam Newton ne peut pas faire tout seul. C'est pourquoi je pense qu'on va vraiment être run heavy, comme on dit. On va utiliser deux alliés rapprochés, on va courir le ballon. Ça ne me surprendrait pas qu'à la fin de l'année, les Pats soient l'équipe qui ont couru le plus pour justement contrôler le tempo, contrôler le match, puis utiliser leur force. C'est ce que Bill Belichick fait si bien. Il utilise, maximise ses forces, diminue ses faiblesses. Mais les gars, il y a 8, je pense que c'était 69 joueurs qui ont utilisé la clause échappatoire dans la NFL. 8 de ces joueurs-là viennent des Pats. C'est moi qui vois une conspiration, qui voit quelque chose qui ne marche pas. Il n'y avait pas d'argent pour payer personne. Puis là, tout d'un coup, plein de joueurs au pays décident de opt-out. Semble que c'est louche. Je suis pas sûr, là, je ne vais pas prêter mauvaise attention, mais ce serait pas la première fois que Bill Belichick fait une petite passe-passe pour se retrouver puis dire peut-être, regarde, cette année, là, on va reconstruire, on met des morceaux, puis l'année prochaine, tout va être good. Fait que l'année prochaine, les Pats en 2021, mais 2020, je pense qu'ils vont avoir certaines difficultés. Ce ne sera plus la même domination qu'on a vu par le passé. Ben, qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi, Maker? Est-ce que tu penses que les Bills pourraient terminer au premier rang de la section peut-être à la place des Patriots? Ben oui, parce que, tu sais, je regarde les Patriotes de la Nouvelle-Angleterre, tu sais, Mathieu parle de cette conspiration peut-être des Patriotes. Moi, j'ai écrit sur ma feuille, je vais vous lire exactement ce que j'ai écrit, messieurs. Bill Belichick, le magicien ou le tricheur, c'est selon. Tu sais, parce que Bill Belichick a toujours un lapin qui sort de son chapeau. Ce que j'aime, moi, de voir, premièrement, que Tom Brady soit séparé de Bill Belichick, c'est que depuis des années, vous le savez comme moi, quand on a une discussion là, dans un bar sportif autour d'une bière puis d'aile de poulet un dimanche après-midi, la conversation hypothétique, tous les sports ont ça. Mais au football, dans la NFL, depuis quelques années, c'est si Bill Belichick et Tom Brady étaient séparés, lequel aurait plus de succès sans l'autre? Est-ce que Bill Belichick est Bill Belichick à cause de Tom Brady ou Tom Brady et Tom Brady à cause de Bill Belichick? On va le savoir cette année. Non, ce ne sera pas arrivé au fait de leur carrière, mais ça arrive à un moment intéressant parce que Tom Brady n'est pas encore fini. Bill Belichick, lui, est toujours Bill Belichick. Et là, on retrouve Bill Belichick avec un quart arrière, Cam Newton, qui n'est pas du tout dans le style de ce qu'on a vu chez les Patriotes de la Nouvelle-Angleterre dans la dernière décennie et plus. Mais on a aussi un quart arrière qui a le potentiel en Cam Newton, qui arrive à un âge où il va peut-être être un petit peu moins flamboyant. Il va peut-être écouter un peu plus son coach et se dire, avec ce qui s'est passé dans la saison morte, pas de contrat. Il a signé un contrat à la dernière minute avec les Patriotes.
probablement, on le sait, selon les termes de Bill Belichick et des Patriots, pas au prix du marché. Donc, je me demande, est-ce que Bill Belichick va être capable de transformer Cam Newton, en faire un corps un petit peu plus, disons, conventionnel, rester dans la pochette, réussir à utiliser plus son bras que ses jambes? Moi, je suis excité de voir ce qui va se passer avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Est-ce que maintenant, on regarde ça sur papier d'un point de vue réaliste? Est-ce qu'ils ont ce qu'il faut? Est-ce qu'ils ont les armes pour surprendre? Je ne suis pas convaincu parce qu'à part Julian Edelman, qui va probablement pleurer, lui, toute la saison, le départ de Tom Brady, je ne vois pas de cible vraiment intéressante, certaine, sûre pour un Cam Newton. Donc, j'ai hâte de voir comment on va transformer le système. Et la défensive, ben, elle est suspecte là, cette année pour les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Donc, je pense comme toi, Didier, les Bills, là, c'est cette année ou jamais. Puis les Bills, ils ont une bonne équipe depuis plusieurs années. On n'aura plus ce complexe maintenant. Là. On ne sera plus complexé devant les Patriots de la Nouvelle-Angleterre pour ce qui est de terminer au sommet du classement de la division. Donc, ça va être tough pour les Patriots. On ne verra pas ce qu'on a vu dans les 11 dernières années, ça c'est certain. Quand tu regardes la formation des Bills de Buffalo en termes de talent, ouais, vas-y, Mathieu. J'allais dire la même affaire. Vas-y, le talent est incroyable. Ça n'a pas de bon sens, la différence de talent entre les Pats et les Bills. Et au sein du reste de la section, là, parce qu'on parle quand même d'une section où on va retrouver les Dolphins de Miami et les Jets, les Bills sont l'équipe la plus talentueuse. Ils ont une défense qui est dominante. Elle devrait être encore meilleure parce qu'on a vraiment de jeunes joueurs talentueux. Le point d'interrogation, c'est Josh Allen. Est-ce que Josh Allen va venir tout bousiller ça? Moi, personnellement, je n'ai pas beaucoup de confiance en Josh Allen. En fait, je crois que Josh Allen est limité à cause, probablement, sa prise de décision, mais également s'il n'est pas en carrière précis. Alors, oui, on est allé chercher Stephen Diggs, mais Josh Allen, statistiquement, c'était un des pires carrières afin de compléter de longues passes. Pour revenir aux Patriots, moi aussi, la défense m'inquiète énormément. Je ne suis pas trop inquiet pour l'attaque en raison du génie de Belichick, mais également de Josh McDaniels. N'oubliez pas, messieurs, McDaniels était l'entraîneur-chef des Broncos de Denver à l'époque, lorsque les Broncos ont été en mesure de participer aux éliminatoires avec Tim Tebow. McDaniels a repêché Tebow en première ronde, ça c'est une autre histoire, mais quand même, il avait été capable d'ajuster son attaque au talent qui était limité là, de Tim Tebow. Bon, c'était un bon coureur, mais Cam Newton est un ancien joueur par excellence de la NFL. Alors, il n'y a pas de comparaison à faire en termes de talent entre les deux. Mais c'est vraiment la défense qui m'inquiète du côté des Patriots au niveau du front. On a perdu plusieurs joueurs. Hightower, bon, il a renoncé à la saison, mais on a perdu également Jamie Collins, Kyle Vinal, via le marché des joueurs autonomes, qui sont les chasseurs de quart du côté de la défense des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Donc, moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est la raison pour laquelle je crois que les Bills devraient être en mesure de terminer au premier rang de la section. On va passer à un autre sujet, si vous me le permettez. On va rester du côté de l'association américaine. Je crois qu'on s'entend tous pour dire que les champions en titre du Super Bowl et Patrick Mahomes et Chiefs de Kansas City sont l'équipe à battre du côté de l'américaine. Malheureusement, Laurent Duvernay-Tardif, on ne pourra pas suivre Laurent cette année puisqu'il a décidé de renoncer à la saison en raison des dangers de la COVID. Mais quelle est l'équipe qui représente la plus grande menace afin d'empêcher les Chiefs de retourner au Super Bowl du côté de l'américaine? Est-ce que ce sont les Titans, les Ravens de Baltimore avec Lamar ou une autre formation? Ben, moi, je vois pas comment ça peut pas être Tennessee ou Baltimore. Parce que honnêtement, hier la saison dernière, j'en parle comme si c'était hier parce que j'attendais ce moment depuis tellement longtemps, le début de la saison de la NFL. Mais moi, je ne sais pas pourquoi, mais Mike Patricia, pour moi, il est coulé un peu dans le même moule, ou plutôt, il a tellement appris de Bill Belichick avec des petits trucs. On l'a vu également contre les. Ah, j'ai Vrabel, pardon. C'est pourquoi je dis Patricia, désolé. Patricia, avec les Lions, ouais. Ouais, c'est ça. Toujours des Patricia, c'est le Bill Belichick des pauvres. Ouais. Oui, c'est ça, exact. C'est ça. Mais il est capable, Vrabel, il amène tout le temps des petites idées, il amène tout le temps des petits trucs. On le voit, on l'a vu l'année passée, comment il a amené Tennessee à un autre niveau complètement. Tennessee est rendu un sérieux aspirant. On parlait un petit peu plus tôt des 10-12 équipes. Tennessee, moi, je les mets peut-être dans les 6 équipes là, qui peuvent là, commencer à être dans la conversation. Mais Baltimore, comment tu peux passer à côté de Lamar Jackson, un gars à qui on a dit tu ne seras jamais carrière dans la NFL, tu pourrais être un bon athlète, tu pourrais être un bon running back, un bon secondaire, mais tu ne pourras pas être
un joueur sur qui on va pouvoir reposer notre attaque. Ce joueur-là a atteint un autre niveau. Il a élevé la barre. Si Patrick Mahomes, c'est de loin le meilleur quart arrière de la NFL, puis c'est le champion, pas très loin à côté ou derrière, tu as Lamar Jackson là, qui aspire à ravir le trône à Patrick Mahomes. Et je pense que ces deux équipes-là sont vraiment de sérieux adversaires pour les Chiefs de Kansas City. Puis ça rend la chose excitante. C'est quand la dernière fois qu'on a vu au début d'une saison 3 équipes comme ça qu'on se dit « Oh, ce ne sera pas facile pour l'une ou l'autre. » Puis je ne vois pas d'avantage clair pour les Chiefs de Kansas City sur les deux équipes, sur ces deux équipes-là. Donc, j'ai vraiment hâte de voir, moi, ce qui va se passer avec Lamar Jackson puis avec les Titans. Moi, je suis peut-être, c'est peut-être notre premier désaccord. Là. Je mettrais les Titans dans un tiers un peu plus bas que les Ravens et les Chiefs. Les Titans, il ne faut pas oublier, ils ont fini 9-7 l'an passé. C'est une belle équipe, c'est une belle histoire, mais je ne pense pas que Derrick Henry peut répéter 200 verges par match pour les 6 derniers matchs de la saison comme il l'a fait l'an passé. C'est un excellent porteur. Il a mérité le gros contrat qu'on lui a octroyé, mais il y a encore des déficiences dans cette équipe-là, pour moi, qui sont assez évidentes, qu'il va falloir pallier. Jurel Casey, son départ pour les Broncos va faire très mal, à mon avis. On a remplacé avec Jeffrey Simmons, mais c'est quand même pas la même chose. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Ça demeure une excellente équipe, mais je ne sais même pas s'ils vont gagner leur section cette année. Quand tu regardes les Texans qui ont gagné l'an passé leur section, qui sont quand même une belle équipe, je sais que ça va être difficile pour eux avec le départ de DeAndre Hopkins. Si les Texans demeurent en santé, ils sont corrects. S'il y a quelques blessures, oubliez ça, c'est fini. Mais tu as même dans cette section-là les Colts qui pourraient être une équipe surprenante. Philip Rivers, je ne peux pas dire que j'y crois, mais on a tellement une équipe intéressante autour, c'est tellement bien construit qu'on peut connaître du succès. Puis une autre équipe, les gars, qu'il ne faut pas oublier, c'est les Steelers de Pittsburgh. On les a oubliés parce que l'an passé, Big Ben s'est blessé. Puis quand ton corps partant se blesse, puis tu es remplacé par un crieur de canard en Doc Hodges, puis Mason Rudolph, qui n'est pas capable de compléter une passe pour sauver sa vie, puis qui voit des fantômes, c'est très difficile de connaître du succès. Mais quand tu regardes l'équipe et la formation, ils ont une meilleure ligne à l'attaque, ça commence comme ça. Là, ils ont Big Ben qui revient, qui semble-t-il, selon tout ce qu'on entend, à son bras est correct. Tu as Juju Smith-Schuster qui est là, qui lui devrait connaître une bonne saison après peut-être une baisse de régime. Il ne faut pas oublier qu'il y a 23, 24 ans, c'est sur sa 4e saison dans la NFL, ce qui est absolument fou. Tu as un bon champ arrière, puis tu as une des meilleures défenses du circuit. Donc, tu as vraiment des éléments. Puis il va falloir aussi, à travers cette année-là, voir toutes les équipes qui ont eu de la stabilité de l'an passé à cette année, tant au niveau du personnel des joueurs que des entraîneurs, les systèmes, je pense que ça va grandement les avantager en septembre, octobre. Et on va aller chercher des victoires qui vont être très importantes à la fin de l'année. Et donc, les Steelers sont dans ce bateau-là avec Mike Tomlin et tous les leaders de l'équipe. Donc, il ne faut pas oublier les Steelers de Pittsburgh, mais je pense que les Chiefs sont 1, je pense que les Ravens sont 2, puis après ça, tu as un gros groupe d'équipes là, qui vont se disputer là, cette bataille-là, puis la saison va évoluer comme elle évoluera, mais il y a plusieurs équipes à surveiller. La seule section où je ne vois pas vraiment, mais non, je ne peux même pas dire ça. J'allais dire qu'il n'y a pas d'aspirants, c'est faux. Il y a des aspirants dans chaque section. Je vais rester. Oui, mais là, Mathieu, tu as parlé du premier... Justement? Non, mais tu sais, je pense que c'est la première fois qu'on n'est pas d'accord jusqu'à maintenant. Là, je parais mal parce que je parle contre Mathieu Proulx. Mais moi, juste pour finir avec Tennessee, c'est que moi, je regarde aussi l'horaire. Tu sais, on a des matchs. Là, le premier match de la saison, là, ça va être contre les Broncos. Je pense qu'ils sont capables de les prendre. On va jouer contre les Jaguars aussi. On joue contre les Vikings, ça va peut-être être un peu plus difficile. Même chose contre les Bills. Les Steelers, ça va être un match, je pense, vraiment baromètre. Mais je regarde les autres matchs, tu sais, on joue contre les Bears, on joue contre les Bengals, les Colts, moi, je n'ai pas très peur des Colts. Les Browns, on ne sait pas trop ce que ça va donner. On joue 2 fois contre les Colts. Fait que moi, je me dis, dans cette saison, on est capable de bâtir de quoi du côté de Tennessee. Puis je leur fais confiance, moi. Tu sais, je leur fais confiance. Moi, je les mets pas aussi loin que toi dans ce paquet. Je pense qu'ils sont, oui, dans le paquet, mais un petit peu plus haut. Pour ce qui est des Steelers, comme tu me demandais, Didier, moi, les Steelers, là, j'aime beaucoup Mike Tomlin, mais Ben Roethlisberger, j'ai bien de la misère. Je l'aime pas comme joueur, je veux dire. Je fais mon coming out. Mais pourquoi tu n'aimes pas comme joueur? Il a gagné 2 Super Bowls. Écoute, c'est un joueur, c'est un carrière qui va se retrouver au temple de la renommée éventuellement. Oui. Qu'est-ce que tu n'aimes pas du côté de Big Ben? Ben, je l'aime pas comme joueur parce que je l'aime pas comme personne. Je sais que c'est 2 dossiers différents. C'est ça, j'allais dire. C'est ça, j'allais dire. T'as raison. C'est une personne exécrable, mais tu sais, si on analyse le foot, il est capable de jouer au football. Là. Oui, il est capable de jouer au football très bien, puis c'est pour ça que je ne l'aime pas. Mais il y a une chose qui m'agace.
avec lui, c'est les blessures. Puis je regarde, moi, la seule statistique qui m'intéresse en ce moment avec lui, avec Ben Roethlisberger, c'est le chiffre 38 dans ses statistiques et on ne parle pas de passes de toucher, on parle de ses années puis de ses tours de soleil. T'sais. Il y a 38 ans là, en ce moment. Puis ça, je pense que ça peut jouer un gros rôle. C'est vrai qu'ils ont une excellente équipe, les Steelers de Pittsburgh. Si ce n'était pas de la blessure à Ben Roethlisberger, ils auraient pu faire des ravages l'année dernière. Mais Ben Roethlisberger qui revient d'une énième blessure après avoir raté presque une saison complète. Si on parlait de Gronk en début d'intervention, puis on disait est-ce que Gronk va être capable de sortir de sa torpeur après un an d'absence? Bien, revenir d'une blessure, c'est pas bien plus évident que revenir d'une année à faire le party. C'est sûr qu'il a été beaucoup plus sérieux. Puis ça demeure Ben Roethlisberger. Il y a une aura autour de lui. L'équipe des Steelers repose sur ses épaules. Mais est-ce qu'il va pouvoir faire un dernier miracle? Parce que là, il va falloir commencer à penser la retraite. Il y en a plus derrière lui qu'il y en a en avant. Je sais pas. Moi, les Steelers ne me convainquent pas. J'aimerais que Mike Tomlin ait du succès encore. Il est rentré dans la NFL à un si jeune âge qu'on a l'impression que c'est un vétéran, mais ça fait pas si longtemps que ça. Là. Ça fait pas comme 50 ans qu'il est dans la NFL. Beaucoup de respect pour lui. Probablement le plus beau entraîneur en plus de la NFL. Mais à un moment donné, le temps finit par te rattraper. Là, puis je pense que le temps va rattraper Ben Roethlisberger avant de rattraper Tom Brady. Ben écoute, j'ai jamais fait un classement des plus bels hommes au poste d'entraîneur-chef de la NFL. Peut-être que ça va être quelque chose qu'on va faire à l'avenir. Si on le fait dans le cadre du podcast, on va te réinviter, mais on sait déjà qui tu vas avoir en première position. Mais écoutez, moi, je crois sincèrement que les Steelers peuvent être une équipe qui va brouiller les cartes. Pas nécessairement à cause de Ben. Oui, bon, en partie, parce que, regardez, il n'y a pas de comparaison à faire entre Roethlisberger, comme Mathieu le disait, et Doc Hodges et Mason Rudolph. Mais je ne crois pas que toute la pression est sur ses épaules nécessairement. Je sais qu'il veut prouver beaucoup. Comme tu as mentionné, Maker, il est âgé de 38 ans. Il aimerait gagner un 3e titre du Super Bowl. Rendu à cet âge-là, c'est tout ce qui compte pour lui. Mais la défense des Steelers, malgré le fait qu'elle n'avait pas l'avance très souvent l'année dernière, les Steelers ont tout de même terminé avec une fiche de 8 victoires et 8 défaites en n'ayant absolument personne au poste de quart. Défensivement, ils ont reçu 54 sacs du quart. Malgré le fait qu'ils n'avaient pas l'avance, ça leur a valu le premier rang dans la NFL. TJ Watt, il a connu toute une saison l'année dernière. Il continue de se développer depuis que les Steelers l'ont repêché. La transaction qui leur a permis de mettre la main sur Minkah Fitzpatrick, bon, moi, je riais de ça. Lorsqu'on l'avait complété, je trouvais qu'on avait donné beaucoup. Fitzpatrick a réussi 5 interceptions pour les Steelers l'année dernière. Il est très polyvalent. C'est tout un joueur de football. On a des joueurs qui peuvent faire des jeux aux 3 niveaux de l'unité défensive. Alors, si on peut juste avoir un B- de la part de Roethlisberger à la position de carrière, on a une équipe complète. Moi, je pense que les Steelers pourraient brouiller les cartes, sont en mesure de participer aux éliminatoires. On va miser sur un carrière vétéran qui a déjà gagné le Super Bowl. Il n'y a pas beaucoup d'équipes dans la NFL qui peuvent dire ça. Donc, pour moi, les Steelers sont une équipe à surveiller, en partie à cause du retour au jeu de Ben Roethlisberger, mais principalement à cause de l'unité défensive, selon moi, qui a vraiment le potentiel d'être absolument dominante. Puis moi, traditionnellement, j'aime les équipes avec des bonnes défenses. Maintenant, messieurs, on va se transporter du côté... Oui, vas-y. Juste finir avec ça. Si tu trouves que Mike Tomlin, c'est bleu, je t'invite juste à aller voir Kevin Stefanski, le nouveau coach des Bengals, des Browns. Il y a un petit quelque chose de George Clooney. Je vais juste laisser ça de même. Il y a un petit George Clooney. C'est la fin de mon argument. Bon, éventuellement, on va devoir faire le top 10 des plus bels hommes au poste d'entraîneur-chef de la NFL. On va devoir trouver une demoiselle également pour nous donner son avis afin de participer au podcast. Maintenant, messieurs, du côté de la NFC, avec un nouvel entraîneur-chef, une formation talentueuse en attaque et en défense, est-ce que les Cowboys de Dallas, les Cowboys, vont encore une fois trouver un moyen de ne pas terminer au premier rang de la section Ouest de la nationale? Vas-y, Mathieu. OK. Écoute, savez-vous que ça fait près ou 25 ans, je pense, qu'ils n'ont pas participé à la finale de l'association. Et ça fait 25 ans qu'on dit à chaque année qu'ils ont une bonne équipe, ils vont se rendre loin. Alors, c'est comme à un moment donné, tu sais, fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me, comme on dit. Mais, et ils ont la meilleure équipe de cette section-là.
Et pour moi, ils ont la meilleure équipe. Les Eagles sont une bonne équipe. Ça joue à 2 dans cette section, on s'entend bien. Ils vont avoir 4 victoires faciles chacun contre les Giants et les Redskins. Donc, excusez, l'équipe de Washington. Mes excuses, ce ne sera pas la dernière fois que je vais me tromper avec ça. Donc, je pense que quand on regarde les deux équipes, les Cowboys sont meilleurs, puis en plus, sont meilleurs aujourd'hui à cause de toutes les blessures qui s'accumulent chez les Eagles. C'est de même, on dirait, année après année, ils sont frappés par les blessures, et on l'a vu depuis le début du camp d'entraînement, c'est la même chose, donc ça leur fait mal. Carson Wentz, c'est fragile, contrairement à Dak Prescott, qui ne l'est pas, qui joue tous les matchs. Il n'y a pas vraiment de point de faiblesse, mis à part la tertiaire chez les Cowboys de Dallas. À mon sens, c'est peut-être le seul problème qu'ils ont dans leur équipe, parce que, regardez la formation, une des meilleures lignes, un excellent carrière, un des meilleurs porteurs de la Ligue en Zeke Elliott. Le groupe de receveurs fait peur. Avec Amari Cooper, le repêchage de CeeDee Lamb, on ajoute Michael Gallup. On a le potentiel d'avoir 3 receveurs de plus de 1000 verges. Le front défensif avec l'ajout d'Everson Griffin. Alden Smith, semble-t-il, est en santé, joue très bien. DeMarcus Lawrence, Leighton Vander Esch est en santé. Les gars, les noms que je vous nomme, là, c'est des joueurs vedettes. Là. Ils sont tous chez les Cowboys. Donc, il y a des choses à faire, il y a des choses à améliorer dans la tertiaire, mais cette équipe-là, elle a tout le potentiel. C'est de voir si Mike McCarthy peut amener son système et le faire fonctionner avec tout ça. Mais pour moi, c'est de loin la meilleure équipe dans cette section-là, puis ils vont gagner au lendemain. Bien, je vais faire du pouce sur ce que tu dis. C'est sûr que moi, je préfère Mike McCarthy à Jason Garrett, mais dans la vie, il y a 3 choses qui sont certaines. La mort, les impôts, et les Cowboys vont te décevoir. Fait que, je vois pas... Je ne vois pas pourquoi je mettrais 2 piastres sur les Cowboys. Mais oui, sur papier, c'est eux qui ont la meilleure équipe. Les Eagles, il reste les Giants puis Washington, même pas dans la conversation. Là, si on faisait des tiers dans la NFL, ils seraient en bas. Oui, exact. On oublie ces 2 équipes-là. Les Eagles, les blessures, est-ce qu'il y a des joueurs qui vont se lever puis on va avoir des surprises du côté des Eagles, des déceptions du côté des Cowboys? Si j'avais à parier, moi, je parierais là-dessus. Mais oui, sur papier, les Cowboys ont la meilleure équipe et ils ont surtout un entraîneur, je pense, qui est un petit peu supérieur. Après 10 ans avec les Cowboys, là, déception par-dessus déception avec Garrett. Mais le problème là, des Cowboys, il n'est pas sur les lignes de côté. En fait, oui, il est sur les lignes de côté, mais il ne devrait pas être sur les lignes de côté. Il devrait être au 2e étage ou au penthouse. Là. C'est selon. Mais c'est le président et le propriétaire de l'équipe. Là, je veux dire, Jerry Jones, là, en anglais, on dit un loose cannon. Là. Toujours la déclaration de trop, la présence de trop. Il prend trop de place dans cette équipe. En même temps, c'est son équipe, mais il nuit à son propre bien. Je pense que s'il peut laisser Mike McCarthy être l'entraîneur puis mener ce bateau-là, sans tout le temps être par-dessus son épaule à regarder ce qu'il fait, je pense que les Cowboys peuvent enfin faire plaisir à tous leurs fans à travers les États-Unis. Puis c'est pas l'équipe de l'Amérique pour rien, les Cowboys. Tout le monde veut leur bien ou on veut qu'ils se plantent, mais je pense que là, il est temps qu'ils gagnent. Oui, Mathieu, tu veux compléter? Mais juste compléter, j'ai l'impression que Jason Garrett, c'était une marionnette. C'était clair. C'était la marionnette à Jerry Jones, la façon qu'il fonctionnait. Puis c'est vrai, il est fatiguant à l'occasion. On va faire une déclaration qu'il ne devrait pas faire. Il va dire des affaires qui n'ont pas de bon sens. Il va pousser des agendas qui n'ont pas de bon sens. Mais au final, quand tu regardes l'équipe qu'il a mis sur pied, parce que c'est lui et son fils Stephen Jones qui ont fait ça, ils ont mis une solide équipe sur pied. Ils ont bien repêché. Ils ont bien développé leurs joueurs. Fait qu'à quelque part, il faut quand même lui donner un certain crédit pour ce qu'il a mis sur le terrain. Mais tu as raison, je pense qu'ils gagneraient comme organisation dans leur succès. À ce qu'une fois que la saison part, qu'il a mis l'équipe sur pied, tout le monde est sous contrat, à se retirer un peu, puis pas être celui qui fait les points de presse tout le temps. Et Mike McCarthy, c'est un vétéran. Il a été avec les Packers pendant longtemps. Il a gagné le Super Bowl. Et l'année d'absence qu'il a eue, il a fait ce qu'il appelle le Mike McCarthy Project. Je ne sais pas si les gens ont vu ça, mais c'est quand même cool. Pendant 1 an, il a amené tous des adjoints, des gens avec qui il a beaucoup de respect de football. Puis il a retravaillé, il analysait toutes les équipes, tous les joueurs, tout ce qu'il a fait, tout son système. Fait qu'il s'est comme réinventé. Et il a gardé aussi Kellen Moore comme coordonnateur à l'attaque, ce que je trouve fort intéressant, parce que Kellen Moore, c'est un bon jeune coach offensif et qui connaît bien les joueurs en place. Donc, c'est comme une espèce de buffer entre lui et son équipe. Si tout le monde, s'ils sont vraiment capables de travailler ensemble puis de mélanger le système McCarthy-Kellen Moore, je ne sais pas comment ça va fonctionner pour la sélection de jeu, mais ça pourrait vraiment être solide. Cette attaque-là, les gars, là, pourrait être la meilleure de la NFL, puis personne ne s'est surpris parce qu'ils ont tous les éléments pour le réussir. Alors, ils vont marquer des points. Est-ce qu'ils seront en mesure d'arrêter les autres équipes de marquer des points? Ils ont une fiche de 800 l'an passé avec un différentiel de plus 113.
Donc, ils ont perdu, là, je pense qu'ils étaient 0-5 dans les matchs de 7 points et moins. Ça ne se reproduira pas cette année. Là. Ils vont gagner ces matchs, ils vont trouver une façon de finir les rencontres et je pense qu'ils vont avoir une superbe fiche cette année. Puis, j'espère qu'ils nous ne décevront pas encore et j'espère qu'ils ne décevront pas parce que notre boss à RDS, Dom Panelli, c'est un fan des Cowboys. L'atmosphère va être incroyable au travail si jamais les Cowboys de Dom gagnent. Fait que j'y souhaite à Dom, qui ça fait 25 ans là, qui regarde son équipe, le décevoir année après année. Ouais, mais tu sais ce qu'on dit, hein, Mathieu? Pas d'attente, pas de déception. Plus les attentes sont hautes pour les Cowboys, plus ils gestion des attentes. Ouais, t'as raison. Non, mais c'est tellement vrai parce que, mais Mathieu, je t'écoute parler et je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Il y a beaucoup de bonnes choses du côté des Cowboys. Moi, j'aime le fait que Mike McCarthy a pris le temps de se regarder dans le miroir. Après son séjour à Green Bay, il a gagné un Super Bowl. Comme tu l'as dit, il s'est renouvelé. Il ne s'est pas assis sur ses lauriers. Il a reconnu que oui, son attaque à Green Bay, elle manquait de saveur, elle manquait de punch à la fin. Et puis là, il a décidé de se renouveler. Ça, écoute, moi, rendu à l'âge où il est rendu, faut lui donner crédit pour ça. C'est pas tout le monde qui a cette capacité de faire ça. Mais moi, je crois sincèrement que la section, elle est aux Cowboys. Il me semble qu'ils devraient terminer au premier rang à cause de leur historique. Je me dis, OK, qu'est-ce qui va arriver? C'est tellement imprévisible. Mais surtout lorsque je regarde du côté des Eagles de Philadelphie, tu l'as mentionné, on a déjà des blessés. Mais c'est comme l'histoire qui se répète, l'histoire de la saison 2019 se répète. Souvenez-vous, on avait plusieurs blessés à la position de receveur de passe l'année dernière, si bien qu'aucun des receveurs éloignés des Eagles n'a atteint la marque des 500 verges. Juste 500 verges en une saison, aucun des receveurs l'ont fait. Leur meilleur receveur, c'était l'ailier rapproché, The Actors, qui a gagné plus de 900 verges. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a repêché Jalen Reagor. Lors du repêchage, Reagor est blessé, il devrait rater le début de la saison. Le vétéran Alshon Jeffrey, encore une fois, il est blessé. Assurément, il va rater le premier match de la saison. Donc, on dirait que c'est le jour de la marmotte. On sait que Carson Wentz, il est fragile. Est-ce qu'il va être là pendant les 16 matchs? On n'en a aucune idée. On ne sait pas. Mais il n'y a pas juste ça. La ligne à l'attaque. On a perdu les services du garde à droite partant, Brandon Brooks. Sa saison est terminée. Le bloqueur à gauche, Andre Dillard, sa saison est terminée aussi. Donc, on a perdu notre garde à droite partant, notre bloqueur à gauche partant déjà. Et vous le savez, il n'y a rien de plus déstabilisant au sein d'une équipe de football qu'une ligne à l'attaque qui est amochée. Ça fait en sorte que notre carrière, qui est déjà fragile, se fait tabasser. L'attaque n'est pas capable de se mettre en marche. Résultat, la défense passe beaucoup de temps sur le terrain. Alors, moi, je vois mal comment les Eagles devraient être en mesure de compétitionner avec les Cowboys. J'ai bien hâte de voir comment ça va se dérouler. Mais vraiment, les Cowboys n'ont pas d'excuses cette année afin de ne pas terminer au premier rang de la course. Tu parlais du jour de la marmotte, Didier. Ça se passe en Pennsylvanie, hein, je pense, le jour de la marmotte. En tout cas, oui. Écoute, je vais m'en souvenir parce que durant la pandémie, j'ai réécouté Groundhog Day avec Bill Murray. Je l'ai réécouté sur cassette. C'est toujours aussi bon. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu, fait que j'avais du temps. C'était quoi la chanson? C'est quoi la chanson sur le réveil matin dans Groundhog Day? Il y a une chanson qui joue tous les matins. C'est quoi la chanson? Oui, c'est... Écoute, ben là, tu vas pas me faire chanter, là, par exemple. Mais c'est quoi donc encore? C'est pas I Got You, Babe? I Got You, Babe. I Got You, Babe. I Got You, Babe. Tous les matins. Ouais, je pense qu'elle se réveille à 6h du matin, puis là, l'émission du matin commence à la radio, puis c'est la même chose continuellement. C'est la même chose. Vous n'avez rien à faire, en tout cas. Ouais, je pense que c'est toujours disponible sur Netflix. C'est un classique, là, comme tu l'as dit, avec Andy McDowell. Est-ce que c'est disponible sur Crave? C'est vraiment mieux sur Crave. Le gars de Bell Media, le nouveau gars à Bell Media, il essaie de pousser le Crave. Je sais pas si c'est sur Crave. Ouais, c'est ça. T'essaies-tu d'avoir un autre body? C'est ça que t'essaies de faire? Je sais pas que. Je pense que c'est pire que le gars qui est là depuis 20 ans, Didier parle de Netflix, alors que le nouveau vieux a compris qu'il fallait qu'il parle de Crave. Mais ça, c'est un autre débat. Ouais, peut-être c'est moi qui apprends pas. Peut-être c'est moi qui apprends pas. Puis dans ce cas, messieurs, Mike McCarthy se classe où dans le classement des plus belles œuvres à la position d'entraîneur-chef dans la NFL? Ah, il est loin derrière. Pas obligé de répondre à ça. Je suis juste niaisé. Écoutez, on reste du côté de la nationale. On a beaucoup parlé des Buccaneers tout au long de la saison morte, bien sûr, en raison de l'arrivée de Tom Brady. Il ne faut pas oublier qu'une des meilleures équipes, en fait, la meilleure équipe au sein de la section sud de la nationale, ce sont les Saints de la Nouvelle-Orléans.
Bon, les Saints misent sur Drew Brees, qui est lui aussi un futur membre du Temple de la renommée au poste de quart. Toutefois, il est âgé de 41 ans. Là. Mika, tu parlais de Roethlisberger qui en a 38. Drew Brees est âgé de 41 ans. Est-ce qu'il a encore l'étoffe nécessaire pour mener les Saints au Super Bowl, Mika? Je pense que oui, parce que c'est drôle. Moi, quand je pense à Drew Brees ou Ben Roethlisberger, j'ai l'impression que Drew Brees est plus jeune que Ben Roethlisberger. Drew Brees, l'année passée, là, je regardais ses statistiques un peu plus tôt, puis je regardais 3000 verges. Mais il a raté beaucoup de matchs quand même, Drew Brees. Puis surtout, tu regardes le nombre de touchés, il est 7e pour les touchés. Je pense que c'est 27 touchés l'année passée. Il y a autant de passes de touchés que Garoppolo avec mes 49ers. Puis moi, tout le monde capotait sur Garoppolo l'année passée en se disant « Mais quelle saison incroyable! Amène son équipe au Super Bowl. » Drew Brees n'a rien à envier au meilleur quart de cette ligue-là. Il est encore capable de faire le travail. Mon seul problème avec Drew Brees, c'est que oui, son équipe est à niveau. Oui, sur papier, tout va bien. Mais c'est la beauté de la NFL. Il y a quasiment plus d'histoires en dehors du terrain que sur le terrain. Est-ce que la confiance avec ses coéquipiers va être au rendez-vous? C'est la seule chose qui me fait peur pour les Saints. Rappelez-vous ces commentaires durant la saison morte dans la NFL, avec tout ce qui se passait, les mouvements sociaux, a dit, on lui a posé la question, est-ce que tu comprends un peu pourquoi les joueurs mettent le genou au sol? Est-ce que tu vas le faire? Est-ce que tu vas être du côté des joueurs qui le font? Puis il a dit, moi, je ne ferai jamais ça et je ne vais jamais manquer de respect au drapeau. Le tollé que ça a fait à tel point qu'il a dû se rétracter. Le président Trump s'en est mêlé aussi en disant qu'il avait manqué de colonne et qu'il s'était rétracté. Drew Brees qui a montré qu'il n'avait pas vraiment compris, en fait, tout ce qui s'est passé dans la NFL dans les 4 dernières années. Puis le choc, on regarde ses coéquipiers, là, combien ils ont été émus, puis ils en ont parlé, combien ils ont été blessés. Je me demande si ça peut vraiment se réparer. Tu parlais de Groundhog Day un petit peu plus tôt, Didier. Moi, un de mes films préférés, c'est Any Given Sunday parce que c'est la NFL en capsule, en boîte. Et rappelez-vous cette chicane avec le fameux Willie Beeman, avec la défensive, avec ses coéquipiers, comment les liens ont été brisés, combien ça a brisé cette équipe-là. OK, vous allez me dire c'est de la fiction, mais la fiction est basée sur la vraie vie. Puis dans la NFL, le lien, être capable d'avoir, du leadership, mais d'avoir aussi un bon esprit d'équipe, c'est peut-être encore plus important qu'avoir un bon livre de jeu. Puis Drew Brees, j'ai hâte de voir. On va le savoir tout de suite. C'est la beauté de la NFL. Là. On arrive, là, on a les yeux bandés, puis on va nous enlever notre bandeau sur les yeux. On va avoir des matchs tout de suite qui comptent. J'ai hâte de voir est-ce que l'équipe va le soutenir, puis est-ce que ses coéquipiers vont être là pour lui. Si oui, après le premier match, les Saints, je les vois très loin cette année. Ouais. Mathieu, qu'est-ce que tu penses de ça? Je vais faire du pouce de ce que tu dis. C'est très intéressant. Puis évidemment, là, on fait plus de la sociologie que du football, mais c'est intéressant de noter parce qu'un vestiaire, c'est pas juste du talent, c'est aussi des personnalités. Tu fais bien de le souligner. Mais dans le cas de Drew Brees, j'ai l'impression, et c'est mon impression personnelle, que c'est une gaffe sur une carrière de 20 ans. Et c'est vrai que c'était une gaffe majeure. C'est un commentaire insensible, c'est un commentaire insensé, mais c'était une gaffe sur un gars qui a eu 20 ans, somme toute, une brillante carrière, sans jamais d'anicroche, qui s'est toujours bien entendu, qui a toujours été un leader. Il a fait amende honorable immédiatement après. Il a, semble-t-il, compris la nature insensible de sa remarque. Par la suite, il s'est engagé à différentes initiatives, a investi des millions. Puis je dis pas que tu peux acheter la paix, tu peux acheter ça, mais à quelque part, il a mis son argent où il devait la mettre. Il s'est investi, puis il a voulu vraiment corriger la situation. Alors, à quelque part, si on ne pense pas que les gens peuvent changer, peuvent devenir meilleurs, mais ça me rendrait vraiment triste comme personne. Puis j'ai espoir, moi, que les gens peuvent changer. Et j'ai vraiment espoir que Drew Brees, dans ses commentaires, a grandi à travers ça et n'est plus le même. Puis je suis convaincu, pas convaincu, mais on le sait aussi, il y a eu plusieurs discussions, 1 à 1, avec l'équipe. Il a jasé à ses coéquipiers. Dans un vestiaire, ça brasse, les gars s'envoient promener, les gars se battent à coups de poing. Tu sais, ça arrive, c'est la nature même. Puis je le sais que c'était pas correct ce qu'il a dit, mais je pense sincèrement qu'on verra pas d'impact de ça sur le terrain cette année. Il est le leader incontesté de cette équipe depuis des années. Je suis convaincu qu'il va le faire cette année. Alors ça, c'était pour mon commentaire là-dessus. Pour le foot, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet pour les Saints. Ils ont une excellente défense. Ils ont un excellent groupe de receveurs auquel on a ajouté Emmanuel Sanders. Ils ont une des meilleures lignes à l'attaque.
L'année dernière, lorsqu'il s'est blessé, Drew Brees, l'équipe a été 5 victoires, 0 défaites avec Teddy Bridgewater qui lançait des passes sur une moyenne de 5 verges par distance. Ça me rassure parce qu'une des choses qu'on a remarqué au cours des 2 dernières années, c'est que le bras de Brees a diminué en fin de saison. C'était notable. Tu le voyais que sa puissance n'était pas nécessairement la même arrivé au mois de décembre puis au mois de janvier. Et donc, si on est en mesure de s'ajuster un peu, peut-être essayer de sauver son bras pendant la saison, mais peut-être qu'on va avoir un Drew Brees plus en santé à la fin. Mais il a tous les éléments autour de lui. Et je pense que Alvin Kamara va devenir vraiment une pièce très importante. Et ce n'est pas pour rien qu'Alvin Kamara veut un gros contrat en ce moment, veut négocier de l'argent garanti parce qu'il le sait lui aussi qu'il sera une partie importante de cette équipe-là qui a des aspirations au Super Bowl et il veut être payé à juste titre. Donc, moi, je pense que tous les éléments sont là. Je pense que Drew Brees est le gars de la situation. On se reparlera au mois de décembre quand on va regarder son bras puis il a lancé 500 passes. Je pense qu'il y a tout à fait l'équipe et les coachs et tout autour de lui pour gagner le Super Bowl cette année. Ouais, j'aimerais vous entendre sur mon commentaire, sur ce que j'ai dit à propos peut-être de son excuse puis de la suite des choses. Comment vous voyez ça, vous autres, de votre côté? Oui, bon, on s'en était parlé, Mathieu, à l'époque, toi puis moi. Bon, une des raisons pourquoi ça avait frappé ses coéquipiers autant, ses commentaires, tout ça, là, ça avait lieu au plus fort des manifestations à la suite du meurtre de George Floyd. Mais pourquoi ça avait été aussi percutant? C'est parce qu'on se disait que Drew Brees, s'il y a quelqu'un qui comprend la cause, s'il y a un blanc qui doit comprendre la cause, c'est Drew Brees. En raison de son implication dans la communauté en Louisiane, lui, il est arrivé dans l'après-Katrina. Il a été très impliqué afin d'aider la communauté de la Nouvelle-Orléans de se relever à la suite de l'ouragan Katrina. C'est un joueur qui est énormément apprécié par la communauté noire de la Nouvelle-Orléans, de ses coéquipiers. Puis tout ce monde-là se sont sentis trahis lorsqu'il a émis ces propos-là, parce qu'ils se sont dit, mon Dieu, si lui, il ne comprend pas la cause, là, on n'a aucune chance. Donc, c'est pour ça que les gens ont pris ça très personnel, parce que Drew Brees, il est extrêmement populaire à la Nouvelle-Orléans, que ce soit dans la communauté blanche, chez les Noirs, peu importe. Drew Brees appartient à la Nouvelle-Orléans. Alors, c'est pour ça que la réaction avait été si forte à la suite de ses propos. C'est pour ça qu'on avait vu Malcolm Jenkins en pleurs lorsqu'il s'était adressé aux médias, parce qu'il se sentait trahi. Il disait, man, je croyais que tu étais mon ami, puis tu vas tenir des propos comme ça. Alors, pour moi, il n'y a pas de façon de prédire est-ce que ça va avoir un impact sur la saison des Saints. Est-ce que ça va avoir un impact dans le vestiaire? Est-ce que la confiance a été regagnée de la part de ses coéquipiers? Le temps va nous dire, c'est comme Mickey nous l'a dit, c'est comme ça, on a un voile sur les yeux, puis là, on va retirer le voile à partir de jeudi soir, puis là, on va voir de quoi les équipes vont avoir l'air. Puis je ne crois pas que jamais dans l'histoire de la Ligue, on a eu ce genre de situation-là également. Donc ça va être quelque chose d'intéressant à suivre du côté des Saints de la Nouvelle-Orléans. Mickey, je crois que tu voulais ajouter quelque chose? Oui, très rapide par rapport à ça. Je veux juste dire que moi, je suis un peu mal à l'aise, si tu veux, de juger tout ça pour une raison. Tu sais, je peux rester assis chez nous là, avec ma télé, mes plantes, puis tout, puis en parler avec vous. C'est un privilège parce que j'ai pas cette expérience. Tu sais, Mathieu, quand tu parles du vestiaire, combien les gars, ça brasse dans un vestiaire de football, tu sais, je le sais, mais je ne l'ai jamais vécu comme vous l'avez vécu, Didier et toi. Ce que je sais, par exemple, c'est quand j'entends Didier parler de trahison puis de ce que j'ai vu de Jacobs, c'est le nom que je cherchais tantôt. Moi, je pense que ça, c'est peut-être plus profond qu'une bagarre, mais en même temps, tu sais, Didier, tu le dis, on n'a pas de moyen de savoir c'est comment leur relation. Tu sais, on en parle de loin, mais je ne sais pas pour vous, messieurs, là, mais moi, j'ai tellement hâte à cette saison, justement parce qu'on ne le sait pas. Tu sais, c'est comme, il n'y a pas eu de scouting, il n'y a rien exact, mais c'est excitant parce que tu sais, tu t'en vas vers vraiment l'inconnu, tu essaies des affaires, puis c'est comme, OK, messieurs, allez-y, là, c'est comme deux combattants qui vont se battre, puis on n'a aucune idée qu'est-ce qu'ils valent. Oui, on le sait un peu sur papier, là, mais j'ai hâte de voir sur le terrain que ça va donner, là. Je pense que j'ai jamais eu autant hâte une saison de la NFL. Yes. Les gars, il nous reste environ une dizaine de minutes. Puis il nous reste 2 sujets à aborder, dont un qui inclut l'équipe favorite de Meeker. L'année dernière, les 49ers, ils ont connu une saison de rêve. Est-ce qu'ils pourront répéter le même genre de performance qui leur a permis de présenter un dossier de 13-3 et de participer au Super Bowl? Je vais te faire attendre, Meeker. Je vais y aller avec Mathieu en premier.
Écoute, ils ont deux des meilleures lignes du circuit. Une des meilleures lignes à l'attaque. L'arrivée de Trent Williams, qui lui n'a pas joué avec les Redskins, l'équipe de Washington l'an passé, arrive pour solidifier avec Mike McGlinchey à droite. Donc, on a vraiment une ligne à l'attaque très solide. Et le football, les gars, ça commence. C'est une bonne ligne à l'attaque, tu peux produire offensivement. Et défensivement, on a une des meilleures lignes défensives. Oui, on a perdu DeForest Buckner. C'était un immense morceau de cette unité défensive. Ça fait mal. Il est passé avec les Colts, mais on ne peut pas le payer comme on ne peut pas payer tous les joueurs sur la ligne. On a remplacé Javon Kinlaw, qui ne sera pas DeForest Buckner, mais qu'on demande de tranquillement évoluer puis devenir et prendre son rôle. On demeure tout de même une excellente ligne défensive du côté des 49ers. Donc, partant de là, tu peux gagner beaucoup de matchs, serrés ou non, en raison de tes lignes à l'attaque. Après ça, vient les positions, les skills positions qu'on appelle. La tertiaire, pour moi, elle est correcte. Elle est correcte. Richard Sherman se fait vieillissant, on a K'Waun Williams, tout ça, c'est correct. On a une tertiaire correcte, mais qui est palliée par une bonne ligne défensive. On dit toujours au foot, montre-moi un bon ailier défensif, je vais te montrer un bon demi-coin. C'est un peu ça chez les 49ers. Tellement de pression qu'on est capable de jouer de la couverture de zone ou d'homme à homme, puis d'avoir du succès dans la tertiaire. Gros problème pour cette équipe-là, je sais que vous en convenez comme moi, Mickey, si c'est ton équipe, tu sais à qui on va passer le ballon. Qui sont les receveurs de passe? Il n'y en a pas. Il n'y a malheureusement pas. Deebo Samuel, peut-être, va être là en début de saison, mais on ne le sait pas, il s'est blessé. Ben oui. S'il est blessé, puis ça va être difficile. Mais sinon, à qui on lance le ballon? Fait que je te lance le ballon pour répondre à la question, mais c'est la seule chose. Si on n'est pas capable d'avoir de receveurs, ça va être très difficile pour eux de répéter ce qu'ils ont fait en 2019. Ben moi, je vais répondre clairement, non, ils ne pourront pas répéter ce qu'ils ont fait l'année passée. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais premièrement, Garoppolo, moi, j'y croyais pas, puis il a joué au-dessus de mes attentes depuis qu'il est à San Francisco, puis il faut lui donner ce qui lui revient, là. Il a été très bon pour cette équipe-là, puis c'est un pilier. C'est sûr que quand je regarde l'arrivée de Trent Williams, c'est excellent. Tu te dis, bon, ben parfait, tu l'as dit, Mathieu, c'est une excellente ligne à l'attaque. Mais après ça, tu sais, souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, messieurs, mais les équipes qui se rendent au Super Bowl et qui perdent le Super Bowl ont souvent la gueule de bois le lendemain. C'est comme perdre les matchs serrés. On dirait que ça fait toujours moins mal quand tu remportes les matchs serrés ou les matchs qui sont en prolongation. Tu te dis, hey, c'était pas si pire, tu sais, ça a été un bon match, même si ça a été une bataille. Mais lorsque tu perds ces batailles serrées-là, ben, tu te retrouves à avoir un peu ce sentiment de lendemain de veille ou ce sentiment d'avoir failli à la tâche. Et j'ai l'impression que ça va peut-être suivre les 49ers cette saison. On a ajouté un autre vétéran, Jordan Reed. Et ça, l'arrivée de Williams et Reed, pour moi, c'est intéressant dans le sens où tu vas avoir des joueurs qui vont être capables de calmer les autres, qui vont être capables de rallier. Ça va peut-être pallier pour justement certaines lacunes. On a Nick Bosa qui va être aussi dominant qu'il l'a été, sinon plus, que l'année passée. Mais c'est ça, Garoppolo se retrouve un peu les mêmes villes. À part George Kittle, je vois vraiment pas qui peut l'aider en avant, en attaque. Je pense pas qu'ils vont finir 13 victoires et 3 défaites cette année, mes 49ers, malheureusement. Puis je les vois pas se rendre au Super Bowl une deuxième année de suite. Alors, quelle équipe pourrait leur donner du fil à retordre au sein de la section ouest de la nationale? Les Seahawks, les Rams ou peut-être les Cardinals avec leur carrière, Kyler Murray qui va en être à sa deuxième année, qui a démontré des belles choses l'année dernière. Mika, vas-y. Excuse-moi, vas-y. Mathieu, tu peux y aller. Ouais. C'est ça la beauté de ta distance, là. C'est difficile de coordonner. Vas-y, parle en premier. Non, mais ça laisse ton équipe. Vas-y, Mika. Oui. Ben, je vais y aller rapidement parce que je pense que vous êtes capable de décortiquer les Rams, les Seahawks et les Cards pas mal mieux que moi. Les Cards, ça m'étonnerait qu'ils soient capables de faire un bon prodigieux puis de faire peur aux 49ers. Les 49ers ont surfé pas mal toute la saison en avant de tout le monde. Mais je pense que les Seahawks, parce que c'est les Seahawks, tout simplement. Puis les Seahawks, on se retrouve toujours année après année à se dire, ben, qu'est-ce qui se passe avec eux? Est-ce qu'ils sont capables de gagner les Seahawks ou pas? Ben, les Seahawks finissent tout le temps par nous surprendre, puis par finir par nuire aux 49ers ou tout simplement finir au top de leur section. Donc, oui, les Seahawks, je ne pense pas que les 49ers, comme je vous dis, là, vont nécessairement être en danger puis vont rater les séries éliminatoires ou quoi que ce soit. Je ne dis pas ça du tout. Je dis juste qu'ils ne seront pas capables de rééditer ce qu'ils ont fait l'année passée. L'année passée, c'était l'équipe à battre. Là. C'était l'équipe à battre, puis on les voyait loin. Ils ont réussi à se rendre au Super Bowl, puis
c'était pas évident. Là. Est-ce qu'ils sont favoris? Ils ne sont pas. N'oubliez pas qu'ils ont mené. Là, ils s'en allaient vers une victoire au Super Bowl, là, les 49ers. Mais je pense que ça va être leur pire ennemi. Ça va être eux-mêmes cette année. Mais ils vont quand même finir premiers dans leur section. Ça va être serré. Je suis d'accord en fait avec. Ouais, ça va être serré, mais je pense avec les Seahawks, je pense que c'est les Seahawks qui peuvent les chauffer. Les Rams, je pense que c'est une saison où ils vont bondir. L'année passée, ça a été vraiment décevant. C'est une équipe qui demeure quand même avec d'excellents éléments dans leur formation. Donc, je pense qu'ils vont être en mesure de bondir les Rams cette année. Les Cards, tu l'as dit, ils vont faire un bon, mais ce ne sera pas un bon prodigieux. C'est une équipe qui progresse, qui est bien bâtie. Puis je trouve qu'on construit de belles façons pour l'avenir et c'est ce qu'on fait. L'arrivée de DeAndre Hopkins va vraiment dynamiser cette équipe-là, à mon sens. On améliore tranquillement la ligne à l'attaque, ce qu'il fallait faire. Donc, l'attaque va être super intéressante. C'est défensivement, elles vont être en mesure de connaître du succès. Mais je pense que les Cards vont être intéressants. C'est une section fort intéressante cette année, celle-là. Mais les Seahawks, les gars, tu l'as dit, Mickey, c'est une équipe qui, à chaque année, réussit à être dans la discussion jusqu'à la fin de la saison, réussit à brouiller les cartes pour plusieurs équipes. Russell Wilson, Pete Carroll sont là. Et c'est une équipe qui va être dangereuse. Mais ça va être une équipe plus offensive que défensive, ce qu'on a vu par le passé. La défense a besoin d'alliés défensifs pour appliquer de la pression, ce qu'on n'a pas beaucoup. Mais offensivement, on est loadé et on est prêt à jouer une grosse saison 2020 avec Russell Wilson, j'en suis convaincu. Les gars, on a déjà atteint la marque des 60 minutes. Il nous reste une question. Vous avez mentionné, la section ouest de la nationale, c'est une section qui est excitante. La section nord de la nationale, moi, elle me laisse un peu indifférent cette année. D'après vous, qui va terminer au premier rang de cette section-là, Mathieu? C'est soit les Packers ou les Vikings, à mon sens. Je pense pas que les Lions ou les Bears vont être dans la discussion à la fin de la saison. Donc, c'est une des deux équipes, puis c'est un peu un pile ou face. Je vais commencer comme je vais finir comme Meeker a commencé en parlant de Tom Brady. C'est un pile ou face dans cette section-là. C'est deux équipes qui sont assez solides. Pas beaucoup de receveurs, évidemment, on retient ça. Mais Aaron Rodgers frustré de ne pas avoir eu de receveur. Aaron Rodgers qui ne fait pas vraiment partie des discussions comme l'élite des carrières. Je sens que c'est un gars qui a un gros ego, qui va être en mesure de transférer ça et transposer ça sur le terrain. Je pense qu'il va avoir une grosse saison. J'aime beaucoup la défense des Packers. Je trouve que l'équipe des Vikings est mieux construite. Mais quand je regarde Kirk Cousins ou Aaron Rodgers, je vais prendre Aaron Rodgers puis je vais y aller avec les Packers, mais ça va être serré jusqu'à la toute fin de la saison. Puis je dis ça, je ne serais pas surpris que les Vikings l'emportent, mais si j'avais à mettre un petit 2, je le mettrais sur les Packers. Moi, c'est l'inverse, en fait. Moi aussi, si j'avais à choisir entre Cousins et Rodgers, la question ne se pose même pas. Mais moi, j'irais plutôt avec les Vikings. Je ne sais pas, je n'ai pas détesté ce que j'ai vu d'eux l'année passée. Je pense que c'est une équipe avec un certain momentum. Puis tu as parlé de Aaron Rodgers. Moi, j'ai l'impression qu'il boude et qu'il pense plus à son après-carrière en ce moment avec ses investissements à gauche, à droite au Wisconsin plutôt que de se concentrer sur le football. Je ne dis pas qu'il n'est pas concentré, c'est pas ça du tout, là. Mais je pense que tranquillement, là, il commence à penser plus à son après-carrière. Et Minnesota, ils ont des choses à prouver. Moi, je vois les Vikings, mais comme toi, là, Didier, je suis un petit peu indifférent de ce qui va se passer dans cette section-là. Je ne pense pas que ça va être très, très excitant là, avec les Bears puis les Lions. Là. C'est plate pour une équipe de Chicago, mais c'est ça. Puis Kirk Cousins est prêt à mourir sur le terrain, semble-t-il. Ouais, Kirk Cousins dit qu'il était prêt à mourir sur le terrain, lui. Quand un corps qui est prêt à mourir, c'est bon. Si jamais il y a la COVID, c'est ce qu'il a dit. Ça n'a pas été ses commentaires les plus intelligents. Mais les Bears de Chicago avec Trubisky ou Nick Foles, ça revient à la même chose. Les Bears qui, eux, ne semblaient pas intéressés à mettre la main sur Cam Newton, peut-être qu'ils vont le regretter. Alors ça, c'est une des choses qui va être à surveiller durant la saison. Parce que Newton, les 32 équipes, les 31 équipes, mis à part les Panthers, auraient pu le mettre sous contrat. Mais moi aussi, je crois les Vikings. J'aime bien l'acquisition de Yannick Ngakoue. Ça leur donne tout un duo d'ailier défensif. Avec Daniel Hunter, on avait déjà un bon duo avec Hunter, Everson, Griffin. Mais là, Ngakoue est un meilleur joueur que Griffin, surtout à ce stade-ci de sa carrière. J'aime bien ça. La défense des Vikings devrait être une des meilleures de la NFL cette année, selon moi. Mais il n'y aura pas de partisans des estrades. La foule ne sera pas aussi bruyante qu'à l'habitude. Alors, tout ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'on va découvrir une fois que la saison va commencer. Donc, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de points d'interrogation. On va voir. Ça commence jeudi soir avec le duel entre les Texans et les Chiefs. Le match vous sera bien sûr présenté sur les ondes de RDS. Et ensuite de ça, dimanche, on va avoir 3 rencontres présentées sur les ondes de RDS. Finalement,
ça commence finalement à avoir quelque chose pour se changer des idées. Les 6 derniers mois ont été difficiles pour tout le monde, peu importe. Mais là, au moins, la saison de la NFL est là, comme je l'ai dit au début, en espérant qu'il n'y aura pas d'interruption à la saison et que ça va pouvoir se jouer jusqu'au Super Bowl. Les gars, merci d'avoir accepté mon invitation afin de donner le coup d'envoi à cette saison de la NFL, mais également à la nouvelle saison du podcast, le Sac du Cœur. Ça a été très intéressant, puis j'espère qu'on va avoir l'occasion de répéter l'expérience au cours de la saison. Bien sûr, merci Didier, merci Mickey, c'était bien cool. Merci à vous les gars, à très bientôt. Attention à vous, là. Salut. Ciao.